Et la revue de presse internationale avec vous, Camille Manière, bonjour. Bonjour. Le film mexicain Roma d'Alfonso Cuarón a récolté 3 Oscars cette nuit à Los Angeles. Oui, meilleur réalisateur pour Cuarón, meilleur film étranger et meilleure photographie. Alors non, ce n'est pas la moisson record qu'espérait le film Netflix avec ses 10 nominations, mais ça en fait clairement l'un des grands gagnants de ces Oscars. Et bien plus encore, c'est une immense fierté nationale pour le Mexique. Il suffit de lire les journaux mexicains en ligne pour se rendre compte du phénomène sociétal qui accompagne ce long métrage. Le magazine Proceso resitue le propos. Roma, c'est l'histoire d'une jeune employée de maison dans une riche famille mexicaine. La dureté des conditions de vie et de travail, le manque de respect et de reconnaissance, c'est tout simple comme scénario, mais nous dit Proceso, ce drame social déborde de l'écran depuis sa sortie et il rend une visibilité dans la société aux plus fragiles et aux plus discriminés des travailleuses mexicaines. Selon une étude récente, elles sont plus de 2 millions au Mexique, 2 millions de travailleuses domestiques, donc pour la plupart issues de familles autochtones venues des campagnes pauvres, descendues en ville, souvent vers 15-16 ans pour travailler dans des familles d'employeurs blancs. Seule 1 sur 10, selon cette étude, bénéficie d'un statut légal et donc de protection minimum. Et pourtant, ce sont elles qui sont l'âme des foyers mexicains, elles qui élèvent les enfants sans être traitées dignement pour cela. C'est cela qu'a voulu rappeler Alfonso Cuarón pendant la cérémonie des Oscars tout à l'heure retransmise par ABC News. I want to thank the Academy for recognizing a film centered around an indigenous woman. Cuarón remercie l'Académie des Oscars de récompenser une œuvre centrée sur une jeune femme indigène qui n'est, selon lui, qu'une parmi 70 millions de travailleuses domestiques à travers le monde privées de droits élémentaires, le genre de personnage, dit le réalisateur, que le cinéma, historiquement, relègue à l'arrière-plan. Et puis, dans les derniers mots de son discours, Cuarón remercie Libo, cette Liboria Rodriguez que l'on retrouve dans les pages du Diario de Yucatán. C'est elle qui a inspiré le film à son auteur. Il faut dire que Libo a servi la famille Cuarón dans son domicile pendant 58 années. Celle qui est aujourd'hui une belle vieille femme que l'on voit dans le Diario de Yucatán, cheveux blancs, regard fier, se félicite d'avoir été une source d'inspiration pour celui qu'elle a vu grandir et pour beaucoup d'autres à travers lui, pour le monde, dit-elle. Car oui, Roma porte un vent de changement social qui souffle au Mexique, mais bien au-delà, écrit Félix Ribera dans La Vanguardia. Les choses changent, le film brise des décennies d'invisibilisation des employés de maison et la Jornada s'en félicite, elle qui prenait acte la semaine dernière du fait que le gouvernement de Mexico travaille à un vrai statut social protecteur pour ces millions de femmes. Et puis de l'autre côté du golfe du Mexique, à Cuba cette fois, se déroulait hier un référendum pour entériner la nouvelle constitution cubaine. Et ce n'est pas rien à voir ce que publie sur le sujet la BBC en espagnol, car Cuba tourne la page de la constitution qui était née certes 15 ans après la révolution de 1959, mais qui en était clairement la fille. Le texte de 1976 affirmait par exemple l'amitié fraternelle qui lie Cuba et l'URSS. Voilà le genre de détails qu'on peut vouloir changer avec le temps. Et ça illustre le besoin de remise à jour donc de cette constitution. Le travail a duré 1 an. L'issue du référendum ne fait à peu près aucun doute. La victoire du oui sera massive, mais tout de même, nous dit El País, pour la première fois, il y a eu un semblant de campagne contradictoire, en tout cas sur les réseaux sociaux, autour de cette première constitution proposée, certes, toujours par le Parti communiste, qui reste le seul autorisé à Cuba, mais par un président qui n'est pas un Castro. Débat donc sur le degré d'ouverture que permettra la nouvelle loi fondamentale. Elle est la première à reconnaître l'idée même de propriété privée dans les affaires à Cuba. Elle limite les pouvoirs et les mandats du président. Elle installe un premier ministre et un début de décentralisation du pouvoir, reconnaît donc El País, mais apparemment, certains en auraient voulu plus. La principale controverse porte sur le fait que l'article de la Constitution qui devait légaliser le mariage gay à Cuba a été retiré du texte par le Parlement. C'est ce point en particulier qui a suscité le plus d'appels, toutefois très minoritaires, à voter non au référendum d'hier. Voilà pour ceux qui auraient voulu un vrai changement pour Cuba, une vraie adaptation de la loi à la réalité de la société actuelle. N'allons pas trop vite, leur répond dans le journal, leur répond-on dans le journal d'État La Granma, où l'on multiplie les références au passé, à José Martí, à Fidel Castro, les pères de la révolution cubaine omniprésents dans cette constitution pour le XXIe siècle. Et puis enfin Camille, vous avez choisi un quotidien britannique ce matin pour tenter de nous expliquer où nous en sommes avec le Brexit. Oui, j'ai choisi la une de The Independent, pas forcément pour la photo de Theresa May, sourire tendu ce week-end au sommet Union Européenne-Ligue Arabe de Sharm el-Sheikh, mais plutôt pour l'article en manchette signé Joe Watts et titré ainsi « Mais
May a 48 heures pour empêcher son gouvernement de faire dérailler le Brexit. Alors vous qui suivez régulièrement cette revue de presse, vous êtes habitués, en tout cas plus impressionné par le style très dramatique des titres de la presse britannique. On ne compte plus depuis 6 mois les votes de la dernière chance pour une Theresa May forcément condamnée au pied du mur. Mais comme à chaque fois, il faut lire au-delà du titre. Et l'on comprend ce que certes la première ministre hier a repoussé au 12 mars le nouveau vote du Parlement britannique sur son Brexit deal, mais qu'en fait la vraie échéance à court terme ce sera mercredi dans 48 heures. Donc les députés conservateurs pro-Brexit pourraient déposer un amendement visant à demander à Bruxelles un report de la date de sortie de l'Union européenne en cas de no deal le 29 mars. Si cet amendement était approuvé, Theresa May, qui a toujours refusé ce report, se retrouverait de fait dépossédée du processus de négociation. Elle verrait son gouvernement condamné par la démission des ministres Brexiters les plus critiques. D'ici là, donc, la première ministre a du pain sur la planche pour sauver sa peau, conclut The Independent. Et l'affaire semble se compliquer quand on lit ce matin, cette fois, dans The Guardian, que Bruxelles, plutôt que d'accorder 3 mois de délai aux Britanniques, réfléchit sérieusement à proposer 2 ans de réflexion en plus. Le Brexit, donc pas avant 2021, ou bien le temps d'organiser un deuxième référendum. Merci Kameni Magnard pour cette revue de presse internationale qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.